avec vous. On parle souvent du problème de rétention de personnel chez les ambulanciers, entre autres. On en a vu au Québec, mais on le voit également à Winnipeg, où il manque tellement d'ambulanciers que ça tombe sur les pompiers ensuite, qui deviennent encore plus dans le feu de l'action, finalement, où il manque de support. Est-ce que le manque de paramédics, est-ce que le manque de gens sur la première ligne est causé par le fait qu'on ne prenne pas soin de la santé mentale? Il y a un rapport qui est tombé l'année passée par l'Université du Québec à Rimouski. Ça fait presque un an maintenant que la Fédération des employés du préhospitalier du Québec a demandé finalement de faire un portrait sur la santé mentale de nos paramédics. Et le rapport a confirmé ce qu'on soupçonnait finalement. Problème de santé mentale majeur par rapport au choc post-traumatique. Il y a 20% des paramédics qui doivent être suivis, qui doivent être supportés par du soutien. Et quand on dit problème de santé mentale, ça va de la dépersonnalisation, donc le manque d'empathie, jusqu'au stress post-traumatique. Ce sont des données qui saisissent. Jérémy Corneau-Landry, qui est VP de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec, est avec nous. Merci d'être à l'émission. Il faut dire que les statistiques concernant la santé mentale des paramédics, là, les chiffres, est-ce que ça vous surprend? Parce que ça fait déjà un an que c'est sorti. J'ai pas l'impression qu'on fait quelque chose avec ça. Effectivement, ces chiffres ne nous surprennent pas. C'est des chiffres qu'on s'attendait de voir. Pour quelle raison? Parce que les paramédics, les répartiteurs médicaux d'urgence vivent des situations objectivement traumatisantes depuis plusieurs années sans avoir des outils en place pour leur santé mentale. Nous, ce qu'on s'est dit il y a un an, c'est qu'au Québec, on n'a pas d'études qui vient approuver ou démontrer le fait des problèmes de santé mentale des intervenants. Puis on a dit, on voyait l'opportunité de communiquer avec le chercheur Côté, le docteur Côté de l'Université du Québec à Rimouski pour lui donner un mandat de dire fais étude sur la santé mentale de nos paramédics répartiteurs. Pourquoi on dit que c'est pire depuis la pandémie? Pourquoi est-ce que c'est difficile finalement pour nos paramédics? Ben, il y a aussi l'accessibilité des soins, à cause que durant la pandémie, on sentait que l'accessibilité des soins était plus difficile. Depuis, lors de la pandémie, les protocoles d'intervention des paramédics ont changé. On a été basculés carrément durant la pandémie. Ça évoluait tellement rapidement que les paramédics, les répartiteurs avaient tellement de la difficulté à assimiler les propres protocoles d'intervention qu'on a mis notre santé mentale de côté. Puis on n'a pas réussi à aller chercher nécessairement les outils pour nous aider. Depuis le rapport, parce que le rapport est sorti en novembre dernier, là, ça va faire presque un an, qu'est-ce qui a été fait des instances gouvernementales? Parce que tout le monde a eu accès au rapport, comme quoi, oups, on lève un drapeau rouge, la santé mentale de notre première ligne va pas bien. Ben, sérieusement, il n'y a rien qui s'est passé depuis la sortie de notre rapport. On l'a présenté à Santé Québec, on l'a présenté au ministère de la Santé. On leur a tout détaillé. Même le docteur Côté est venu l'expliquer au ministère de la Santé et à Santé Québec qui était là. Par la suite, nous avons reçu une communication du ministère de la Santé disant que le rapport, il l'avait pris en considération, mais qu'il n'allait pas donné de suite à ce rapport-là. On trouve ça déplorable aujourd'hui. Il n'y a aucun outil d'aide qui est projeté par l'État. C'est chaque employeur privé, parce qu'il faut se rappeler que les compagnies ambulancières, c'est des privés qui gèrent un service avec un contrat de service qui est rattaché au CIS ou au CIUS. Donc, chaque entreprise privée doit déployer par eux-mêmes, selon leur capacité opérationnelle et gestionnelle, de déployer les outils, tout ça, à leurs travailleurs. Donc, nous, là, ce qu'on aurait voulu, un peu grosso modo, avec ce rapport-là, c'est démontrer, oui, au ministère de la Santé Québec, qu'il y avait des lacunes, qu'on voulait mettre un protocole ministériel au niveau de la santé mentale, des chocs post-traumatiques et tout ce qui est les situations objectivement traumatisantes. Mais à ce jour, on n'a absolument rien eu du gouvernement à ce sujet-là. Là. Qu'est-ce que vous voyez sur le terrain, justement? Qu'est-ce qu'on voit sur le terrain, c'est des disparités. Des disparités qui sont sérieuses d'entreprises ambulancières avec les services qu'eux offrent directement à leur personnel. C'est pas normal aujourd'hui, au moment où on se parle, que si une équipe ambulancière vit une situation objectivement traumatisante dans un endroit X du Québec, n'a pas le support immédiat de son employeur. Ça, c'est une des choses qu'on a des grosses préoccupations. Du moment que les paramédics fassent une intervention difficile, ils devraient être pris en charge immédiatement par les employeurs puis le soutien psychologique. Donc, présentement, on ne voit pas ça aujourd'hui. Puis aussi, ce que j'ai à rappeler, c'est que dès qu'un paramédic vient voir son médecin pour dire « Hey, mon médecin, je ne file pas bien, je ne me sens pas bien, j'ai des symptômes », les médecins évaluent le paramédic, puis souvent, le diagnostic qui est établi suivant ça, c'est un choc post-traumatique. Puis, ce qui se passe, c'est que là, la presse administrative ouvre, puis le travailleur est reconnu avec une lésion professionnelle. Par la suite, la CNSST
elle va le refuser ou elle va l'accepter. Souvent, on voit face que la CNESST ne prend pas en considération le diagnostic du médecin et refuse l'admissibilité du travailleur avec une lésion professionnelle qui est le choc post-traumatique, ou dans les cas où la CNESST le reconnaît, l'employeur, automatiquement, dans 100% des cas, va contester la décision de la CNESST qui fait en sorte que le travailleur doit débuter des démarches juridiques avec son syndicat pour pouvoir venir démontrer devant le tribunal administratif du travail qu'il y a choc post-traumatique. Donc, on vient mettre encore une couche de plus sur la santé mentale de nos intervenants, déjà qui sont à bout, ils n'ont plus de ressources, sont épuisés, ils ont la tête à l'extérieur, là. On vient leur dire, regarde, ton boss te conteste, ou la CNSST ne te reconnaît pas, mais ton médecin, lui, je t'ai évalué, tu es diagnostiqué, tu as vécu ça, ça, ça. On est automatiquement soit refusé à la CST ou contesté par l'employeur. Pourquoi on est contesté par l'employeur? Parce que ça a un impact sur leur cote au niveau de la CNSST, ça va coûter des sous si on est reconnu avec des lésions qui sont professionnelles, dites permanentes ou non permanentes. C'est grave ce que vous dites là. Vous avez des collègues qui ont vécu ça, qui ont un trouble post-traumatique, je veux dire un choc post-traumatique non traité, là. Ça peut être très, 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 très grave. Et vous avez des gens dans votre entourage où le patron a fait non, je ne crois pas le papier du médecin. Pas un patron, l'ensemble des patrons, dès qu'il y a une lésion qui est reconnue par la CNST, va le contester. C'est épouvantable. L'État ne prend pas en charge. Je vais vous donner encore un cas plus concret. J'ai 2 jeunes paramédics qui sortent de l'école. Ils sont neufs, là. Ils n'ont jamais vécu de grosse situation. Ils s'en vont sur un école. Le bébé est décédé. C'est un bébé d'une coupelle de mois. Les filles ont figé. Les filles ont dû demander un arrêt de travail. L'employeur ne voulait pas les débarquer de la route. Ils ont dit non, pour te débarquer, il va falloir voir ton médecin, tu avec un billet médical pour justifier ton absence. Les filles viennent d'aller chercher un bébé mort d'une coupelle de semaines dans le lit de ses parents. Puis ce que l'employeur va répondre, c'est va me chercher un petit billet médical pour motiver ton absence. Ils ne sont pas pris en charge. On l'a demandé, dans nos dernières négociations, on a demandé que lorsqu'il y a un événement objectivement traumatisant, de mettre en un processus clair, mais il n'y en a pas de choses claires là-dedans. C'est toujours un peu sur le feeling, tout ça. C'est pas normal qu'on nous demande d'intervenir dans des situations comme ça, parce qu'au Québec, là, des intervenants de première ligne de même, il n'y en a pas une tonne. Puis, comme tu l'as dit en début d'émission, ça pète d'un bord puis de l'autre, n'importe où dans les provinces. Puis là, au Québec, on le vit aujourd'hui. Puis, c'est épouvantable de voir comment que l'État ne prend pas en charge la santé mentale de nos intervenants. Mais ça, c'est un cri d'alarme que vous envoyez, ce que vous sonnez au fait depuis plusieurs mois, parce que le rapport confirme ce que vous dites. Il y a aussi le fait que vous représentez 5 régions du Québec, donc il n'y a pas uniformité au Québec à travers les paramédics. Il y a ça aussi peut-être qui n'aide pas du tout, là. Ben, on représente plus que 5 régions. On a seulement 3 régions administratives qu'on ne dessert pas en tant que paramédic, mais on a 5 centrales de répartition santé au Québec. Donc, des répartiteurs médicaux d'urgence, on en a 5 centrales sur 10. Puis, on est présent dans l'ensemble des régions administratives du Québec en quasi-totalité. Donc, on représente des paramédics autant de l'Outaouais que de Gaspé, des Îles-de-la-Madeleine, en passant par Shefferville dans le nord du Québec. Donc, on a toutes les réalités possibles. Oui, les plus gros employeurs sont mieux équipés, sont mieux dotés d'outils pour prévenir que les plus petits. On peut parler que dans certaines compagnies, on n'a absolument rien comme outil de prévention ou d'aide aux paramédics ou aux répartiteurs, comparativement à d'autres qui se dotent d'un programme d'aide aux employés, ou même il y a certains employeurs qui, oui, vont prendre des psychologues, travailleurs sociaux à l'externe pour donner à leurs travailleurs les outils. Mais il y a tellement de disparités que ça devient tellement difficile à gérer tout ça. Puis c'est pas normal qu'un travailleur soit mieux pris en charge dans une région du Québec que dans une autre aussi. Il y a les services de la vigile, entre autres, auxquels vous pouvez faire affaire. La vigile est spécialisée avec les professionnels qui ont des uniformes. On pense aux pompiers, aux paramédics, aux policiers, par exemple. Donc, la vigile est spécialisée aussi pour vous soutenir, mais c'est à vous, finalement, d'assumer les frais de ça. C'est ce qu'on comprend. Effectivement, la Fédération, ce qu'on a mis en place avec le Conseil d'administration, notre Assemblée générale, c'est qu'on a dit que ça ne se peut pas que nos intervenants soient laissés à eux-mêmes. Donc, on a mis en place un budget qui est prévu pour pouvoir donner ce service-là à nos membres. Oui, il y a des employeurs privés qui vont participer à financer la vigile pour donner de l'aide à leurs travailleurs. Des fois, c'est conjoint avec nous, puis des fois, c'est 100% nous qui devons payer la facture pour
assumer ça. Pourquoi la vigile? C'est que la vigile, c'est les intervenants qui sont là, qui sont spécialisés dans les métiers en uniforme pour venir en aide vraiment à la clientèle en uniforme, en lien avec toutes les dépendances, choc post-traumatique et autres, qui ont des travailleurs sociaux, des psychologues, qui ont tous les services adaptés pour nous. C'est ça qui distingue la vigile des autres. La vigile, rappelons-le, c'est un organisme communautaire à Québec. Donc, elle vit avec les subventions, pas les subventions, mais les commandites qu'elle reçoit, les dons, mais elle n'a pas aucune subvention du gouvernement, du ministère pour dire on va donner ce service-là aux paramédics, aux répartiteurs. Donc, la vigile, on les salue. Ils font un travail exemplaire. Même les intervenants de la vigile se déplacent dans les véhicules ambulanciers pour voir la réalité du terrain. Se sont déplacés dans les centrales d'appel. Donc, on a vraiment du bon monde qui sont capables de nous aider. Mais avec le peu d'action du gouvernement pour venir en aide financièrement à nos intervenants, ça devient difficile. Il y a d'ailleurs une levée de fonds pour la vigile le 21 septembre. C'est le spectacle Tête de cochon au théâtre du Vieux Terrebonne, si jamais ça vous parle. Fred, il y avait aussi des réactions sur la messagerie texte. Oui, mais il y a Diane là, qui confirme en disant tous les employeurs en santé contestent la CNSST. On a aussi le témoignage d'une éducatrice anonyme qui dit qu'elle aussi, en milieu scolaire, là, elle s'est fait contester à plusieurs reprises, là, même s'il y avait des témoins lors de l'événement en question. Elle dit que c'est très difficile psychologiquement. Je me retourne vers M. Landry, je me pose la question, comment est-ce que pour là, les paramédics, on pourrait régler la situation? Est-ce que ça prendrait un autre mécanisme, un autre chemin pour un statut spécial pour ceux qui vivent ce genre de drame, ou comment ça fonctionnerait idéalement? Idéalement, c'est que l'État prenne en charge complètement les situations de détresse psychologique, de choc post-traumatique, puis dès l'appel, pas un mois, 2 mois plus tard, que le paramédic, le répartiteur a des symptômes qui arrivent, il faut prévenir ces symptômes-là, puis ce qu'il faut en place, là, présentement, c'est dès que l'intervention a lieu, mettre en place un mécanisme provincial pour dire « Hey, boss, lui, il a vécu quelque chose, enclenche un protocole X », puis qu'après ça, le médecin traitant des intervenants, s'il y a un diagnostic de poser, c'est lui le meilleur possible pour poser un diagnostic. Donc, les recommandations et les lésions qui sont déterminées par un médecin devraient être prises en considération à l'égard des procédures administratives au Québec en lien avec la CNSST ou les employeurs. Puis c'est pas normal que mon employeur privé ait à payer une cote supplémentaire si j'ai vécu un élément objectivement traumatisant avec des séquelles permanentes ou une lésion qui est reconnue. Donc, c'est ça qui fait en sorte que c'est encore l'argent en bout de ligne, mais pour répondre à votre question, c'est vraiment de prendre en charge complètement la santé psychologique par l'État avec un protocole uniformisé. Là. Après ça, on s'étonne. On demande à nos travailleurs de première ligne d'être humains, mais on les déshumanise littéralement. Puis après, on a de la difficulté avec le recrutement. Il ne faut pas se poser de questions. Jérémy Corneau-Landry, vice-président de la Fédération des employés du préhospitalier du Québec. Merci. Bonne chance dans votre quête également. Merci Isabelle. Bonne journée. Il bouscule les bien-pensants.